Furiosa, si on donne un avis en 2 minutes sans spoiler, Furiosa, c'est pas Fury Road, ne vous attendez pas à Fury Road, c'est une histoire très... qui prend son temps, c'est une épopée. Fury Road, c'était une course de 3 jours qui allait très vite, là, c'est une épopée qui se déroule sur plusieurs années, qui prend son temps, et qui s'axe vraiment sur un peu plus les personnages, sur l'ambiance, sur le jeu de tension. Et voilà, vous attendez pas à Fury Road, mais ça reste un film qui est très très bien foutu par rapport à tous les films d'action récents, modernes, évidemment. C'est vrai, c'est un film de tactique. Tactique. Ouais, beaucoup plus tactique que Fury Road, qui fonce pas dans le tas tête baissée, gros bourrin. Non, c'est un film à l'image de Anya, Taylor-Joy, qui opte pour la voie de la tactique, de la maîtrise. Très maîtrisé. Je pense que vous allez aimer. Pour ceux qui ont aimé Fury Road, vous pouvez quand même retrouver cet univers. Mais c'est vrai qu'en ayant aimé particulièrement Fury Road, je sais pas non plus. Je vois pas tant non plus de lien avec Fury Road dans l'ambiance, dans ce qui est fait l'essence de Fury Road. Je trouve que Furiosa est bien singulièrement différent de par son ton qui est bien singulièrement différent. C'est pas la fête, c'est pas le rock, c'est pas le délire, c'est pas l'euphorie, c'est beaucoup plus contrôlé, c'est Anya en fait. C'est l'image de l'actrice par rapport au personnage. Voilà. Pour moi, ce que je trouve intéressant avec Furiosa, c'est que j'ai l'impression que George Miller a... Déjà, ce qui est intéressant, c'est que George Miller ne veut jamais faire la même chose, il ne veut jamais se répéter, c'est tout à son honneur, et c'est ce qui rend la saga assez variée et assez intéressante à décrire. On a parlé déjà pendant 1 heure de toute la saga. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant avec Furiosa, c'est qu'en fait, on dirait qu'il a implanté tout le lore créé dans Fury Road dans un film, dans une structure qui rappelle beaucoup la trilogie de Mel Gibson, en fait. J'ai l'impression que Fury Road, en fait, c'est vraiment la pierre angulaire de l'univers de Mad Max, que Mad Max, lui, il a vécu les événements de la trilogie de Mel Gibson, et que Furiosa a vécu les événements du film Furiosa, et que donc ce film-là est un peu structuré à la manière des films de Mel Gibson. Léo Fury Road, c'est le seul qui a vraiment une structure singulière, vraiment, de course-poursuite. On réunit donc ces deux légendes, si tu as vu Furiosa avant Fury Road, et donc il y a peut-être ce côté satisfaction, ce côté crossover, ce côté... il n'y aura jamais d'après Fury Road, parce que c'était vraiment le crossover ultime, un peu dans la tête de George Miller. T'as loupé Fury Road. Ou alors tu peux totalement... Si vous avez vu Fury Road, si vous ne l'avez pas vu, encore, bizarre, pourquoi vous êtes là, vous pouvez le voir après. Et là, vous serez peut-être touché d'une émotion qu'on n'a jamais pu avoir, malheureusement. Parce que déjà, le film est aussi très standalone, il tient tout seul, et donc c'est ce qui marche avec tous les Mad Max. Et c'est ce que je disais, c'est que dans ce film-là, il fait 2h20, c'est largement... Déjà, c'est le seul film Mad Max qui fait plus de 2 heures, mais c'est largement le plus long donc, de la saga en elle-même. Et c'est un film qui... 2h20 Ouais, 2h28 même, je crois. 28. C'est un film qui revient sur le style à la Mel Gibson, c'est-à-dire un narrateur qui nous raconte l'histoire d'un mythe, d'une légende, Furiosa. Et on va nous montrer en quoi ce personnage est devenu mythique, est devenu une légende. Et donc à la fin, on décrit davantage ce côté mythique. Et dans ce film-là, on retrouve cet aspect temporalité un peu pas forcément cohérente avec le reste de la saga. C'est une temporalité d'une histoire racontée par un narrateur pas forcément fiable. En fait, c'est côté... c'est ce mythe, en fait. C'est de la mythologie, en fait. Et je trouve que ça passe encore mieux avec Furiosa, parce que dans Furiosa, on insiste à fond sur un monde mythologique. C'est que... Et en fait, Miller, avec son univers, il veut nous raconter qu'est-ce qui se passerait si le monde serait détruit, si la civilisation était tombée, et comment l'humanité continuerait malgré tout à discuter politique, à créer des échanges commerciaux, et à faire tout cet aspect-là, et donc à créer des mythes, pas pré-civilisation, donc comme les mythologies grecques, nordiques, etc., mais à créer des mythes post-civilisation, donc avec les mythes créés par l'univers de Furiosa et de Fury Road, qui rend le film assez intéressant en termes d'esthétique et de tonalité. Et ouais, en termes de lore, etc., scénario, ça t'intéresse plus. Ouais. Forcément. Et il y a cet aspect, la mise en scène, c'est l'opposé de Fury Road. C'est ça qui est marrant, c'est que il reprend quelques les jeux des frames qui vont plus vite, exactement, quelques zooms, des zooms et des mouvements, des mouvements de caméra qui suivent bien les mouvements et qui sont très cohérents les uns par rapport aux autres. Les frames qui vont plus vite, je trouve que beaucoup l'ont fait. Tu vois, dans Fury Road. Dans le style de Fury Road, la caméra bouge beaucoup tout le temps. C'est une caméra presque épaule, souvent épaule. Ou alors son style qui rajoute par-dessus, c'est un style tremblant. Le côté saccadé, très accéléré, donne un aspect surréaliste.
même j'ai presque envie de dire sous alcool, sous drogue, qui était beaucoup vu, il me semble, dans les films justement d'adolescents, ou sous alcool, sous drogue, comme je sais pas Venom, tu vois, mais des styles de films un peu qui se voulaient. Il y en a eu dans cette époque. Donc dans ce style effréné que Fury Road a, ce type saccadé me surprenait pas. Par contre, dans un film beaucoup plus contrôlé, d'avoir des scènes d'action où la caméra ne tremble pas, elle est très fixe, cette caméra, c'est l'opposé total, hein, c'est Indiana Jones 4, en fait, si vous avez bien fait attention à la réalisation de Spielberg dans Indiana Jones 4, c'est-à-dire la réalisation de Spielberg avec des technologies modernes, bah c'est ça, c'est que la caméra est tout le temps fixe, elle suit les personnages, les mouvements également, et on a beaucoup de longs plans. Ce qui fait que c'est très illustratif. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que justement ce que je disais, les framerates où il les a diminués, donc ça fait qu'on a moins d'images par seconde, donc ça fait que ça va plus vite. Et que ça fait saccader, c'est exactement ce que j'ai relevé. En plus, j'avais dit, il y a un effet. Je me dis, mais attends, ces scènes d'action dans Furiosa, il y a un truc. Je veux bien qu'il filme bien, je veux bien qu'il fasse des longs plans tout le temps, mais il se fout un peu de nous, c'est-à-dire qu'il triche. Parce qu'en vrai, son combat, il est accéléré. Et ça, c'est des choses qu'on a peu l'habitude de voir dans les films modernes. Les films modernes n'aiment pas, j'ai envie de dire, nous mentir sur les scènes d'action, accélérer, diminuer. Je sais qu'il y a toujours des effets où ils accélèrent pour qu'on ait l'impression que le coup a été réel, tu vois. En général, on accélère toujours un peu. Mais dans l'ensemble, on essaye de rendre ça normal. Et c'est pour ça que ça n'a pas de personnalité. Sauf peut-être je sais pas si dans The Flash, c'était accéléré. Les combats. Mais il y avait le côté Snyder, par contre, dans The Flash, il y avait le côté ralenti. Donc ça fait qu'il y avait quand même un changement de temps. Mais ce que fait Furiosa et ce que ne fait pas The Flash, parce que pour moi The Flash c'était le film le mieux réalisé en termes d'action super-héroïque, parce que hormis super-héroïque, il y a quand même eu Avatar 2, il y en a eu certainement d'autres entre temps que j'ai pas forcément. Moi j'avais relevé les Sam Raimi, mais bon, ça fait un moment les Sam Raimi. Mais les Sam Raimi sont bien au-dessus que tout, même ce Furiosa. Hein. Mais pour moi, on retrouve un peu ce style-là avec des plans longs. On avait recommencé à retrouver avec The Flash l'année dernière. Vous allez me croire ou pas me croire, vous allez aimer ou détester le film. Oui, les effets spéciaux sont ratés. J'ai envie de dire, dans Furiosa, il y a aussi beaucoup d'effets spéciaux qui se voient et c'est le style assumé de Furiosa, c'est que c'est un film qui pue le numérique tout le temps. Là où c'est vrai, il est vrai, Fury Road avait cet aspect beaucoup plus viscéral, avec cette lueur du soleil, le jaune tapant qui donnait mal au crâne en fait, et moi j'ai du mal. Mais c'est vrai qu'on y croyait beaucoup plus à ce désert dans Fury Road. Dans Furiosa, il y a ce côté numérique qu'on retrouve aussi dans The Flash. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus maîtrisé que dans The Flash, effectivement. Et il y a cet effet en plus qui est saccadé, où des fois il zoome en plus aussi dans les combats, tu vois, il y a beaucoup de zoom. C'est un truc qui se fait plus du tout, ça c'est cheap aujourd'hui de faire des zooms, tu as remarqué. Plus personne fait des zooms. Et là il les fait tout le temps. Que ce soit dans des scènes de discussion, ou des scènes de discussion où il y a deux personnages, des fois ils zooment en intéressant sur un perso. Et tu vois dans le trailer, le fameux effet Furiosa avec son rétroviseur là, et qui fait un gros zoom rapide pour entre guillemets la rendre badass, et ensuite elle regarde la caméra ou un peu à côté là, devant ou loin. En fait il le fait tout le temps dans le film. Il fait tout le temps des trucs comme ça dans le film. Et quand il y a un personnage qui est un peu... il y a même des moments où il fait des découpages comme je fais sur CapCut pour créer du scénario et de la grammaire du cinéma. Genre il fait cut de loin, il y a un personnage qui rigole, ensuite intermédiaire, ensuite plan rapproché, tu vois. Il fait vraiment toutes les échelles. Alors qu'aujourd'hui on fait plus du tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on le fait, on va essayer de le masquer en essayant de faire un chant contre chant bien long. C'est-à-dire que l'autre il va parler longtemps avant qu'on change d'échelle. Pour pas que ça ait l'air trop bizarre. Là, il va vraiment utiliser des effets presque de cinéma, de la comédie, tu vois, avec des plans larges, ensuite il passe au plan intermédiaire, ensuite il passe au gros plan, tout ça en moins de 10 secondes. Sur un personnage pour créer l'isolation du personnage, ou même l'humour ou le grotesque. Des effets de mise en scène qu'on n'a plus vu depuis des lustres. Donc ça se voit que c'est un mec de l'ancien temps. Et même Damien Chazelle ne le fait pas, tu vois. Damien Chazelle dans La La Land de Babylone, c'est soit ses meilleurs films, moi j'en vois Whiplash parce que l'on parle vraiment de réalisation, de la qualité aujourd'hui. Babylone, Damien Chazelle n'a pas encore ce niveau-là. Damien Chazelle ne fait pas tant à l'ancienne que ça, je trouve qu'il modernise quand même vachement avec la caméra qui bouge beaucoup. Babylone, c'est clairement beaucoup de caméras qui bougent, beaucoup de shaky cam dans Babylone, c'est ce qui fait que je suis pas fan tant que ça non plus Babylone en ayant revu à la revoyure. Mais pour se concentrer sur l'action, il y a ça, il y a les zooms des zooms comme j'ai dit. Et le fait que la caméra soit toujours fixe, la caméra suit le personnage de manière fantastique. C'est une claque à chaque fois que je vois un film qui maîtrise à ce point-là la grammaire. Il y a un mec qui avait ce potentiel.
je pense que tu sais un peu de qui je parle, dans les réalisateurs modernes. Hein. Il y a un mec qui avait ce potentiel de filmer comme ça et qui le faisait un peu, mais qui finalement, je vais pas dire que c'est le projet qui a fait qu'il a perdu son niveau. Et je vais pas dire que la suite a été merveilleuse pour qu'il puisse illustrer. Pour moi, Ryan Johnson, dans le film Looper, a ce style. Le film Looper est bien réalisé, il y a quelques scènes d'action où c'est très efficace. Tu vois, les scènes d'action très efficaces. Il y en a très peu, c'est vrai. On peut pas comparer ça au travail qu'a fourni, monstrueux le travail qu'a fourni George Miller. Je sais pas en combien de temps il a réalisé son film. S'il l'a réalisé en moins de 5-6 mois, c'est que vraiment le mec a une maîtrise totale de ce qu'il faisait. C'est clair, hein, le storyboard était plus que présent. Il l'a dit, on l'a vu, on le voit, hein, les plans sont sublimes. Et ce qui se fait aussi, hormis les scènes d'action, pour finir sur Ryan Johnson, il n'a jamais atteint ce niveau parce qu'après il a fait Star Wars 8, bien entendu, je ne vais pas vous apprendre ce que l'on sait tous. Et que depuis il est sur Netflix et qu'il fait des trucs insipides. Un film insipide, Furiosa peut-être l'est, on en parlera. Mais là l'idée c'est vraiment de vous le vendre. Et si je dois terminer en vous le vendant, c'est que c'est un film des années 90. Il pue les années 90. Si vous avez aimé ce style-là, même 80, mais pour moi vraiment 80-90, ces films modernes avec des scènes d'action, des décors et tout, les plans larges magnifiques qu'il nous fait, on ne voit plus ces plans larges au cinéma, des plans larges avec des plans d'ensemble plus exactement, qui incluent des personnages, c'est-à-dire que tu as des scènes entières où tu as des personnages qui sont exclus et ensuite il les inclut en reculant la caméra, en la rapprochant. Tu vois la scène d'intro dans le désert où il y a les deux... On spoil ça, est-ce que c'est un spoiler? Non, c'est quand même dans les bandes annonces. Les deux gars qui vont voler Furiosa, la petite Furiosa, Furiosa enfant. Donc ça c'est au tout début de la bande-annonce. Hein. C'est juste raconter l'enfance de Furiosa et le fait qu'elle a été volée par deux brigands, on s'en fout. Il y a une longue scène où il va tourner autour des brigands pour créer la tension et au final cacher Furiosa du cadre et ensuite il va jouer, c'est à la manière d'un film horrifique. Il va se jouer de la caméra et puis créer la tension. En fait, ce qui est fort dans ce film-là, qu'on ne retrouve plus dans les films modernes, et qui fait que les films modernes, je pense, se perdent beaucoup dans l'action et qu'on s'ennuie de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas cette tension créée. Et moi, j'ai du mal à avoir cette tension dans Fury Road, comme j'ai dit, le style frénétique, c'est assez subjectif aussi, mais je pense que le style recherché est aussi une émotion différente recherchée. Dans Fury Road, on recherche quand même la galvanisation, si ce mot existe. Donc, voilà. Pour rapidement faire un tour des saveurs de Furiosa. Et dernier point de réalisation que je voulais vraiment rajouter, je trouve qu'il y avait un petit côté Sam Raimi justement avec déjà des zooms sur des yeux, quelques séquences un peu de rêve, un peu oniriques où on fait des fonds et beaucoup de fondus dans celui-là. Il aime bien faire des fondus dans celui-là, ce qu'il faisait pas du tout dans Fury Road, mais ce qu'il faisait dans les Mel Gibson. Et il l'a réalisé à l'ancienne. Ouais. Et en fait, il y a un côté kitsch qui est un peu intentionnel dans ce film-là. Comme dans The Flash. Et il y a beaucoup de plans aériens. Qui étaient là où le Fury Road était très proche des véhicules, très proche du palpable. Là, il fait beaucoup de plans aériens numériques qui assument le numérique, parce qu'il n'y a pas que des véhicules roulants dans ce film-là, on va dire. Ce qui fait qu'il te fait beaucoup de chorégraphie de plans avec un peu de numérique un peu partout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que autant oui, les effets spéciaux sont pas très beaux et je dois quand même un petit peu l'inclure comme un défaut à certains instants. Mais autant je trouve qu'il y a un côté un peu kitsch qui est assumé dans ce film-là, et un côté mythologique un peu histoire, conte raconté par quelqu'un, qui fait que le film c'est un peu une sorte de rêve, le film. Je trouve il y a ce côté-là qui fait que le flou derrière les personnages, ça me dérange pas forcément, et je trouve que ça crée cette vibe un petit peu, cette vibe 3D, en fait, cette vibe à la Sin City, à la Watchmen, cette vibe que j'aimais bien, qu'on retrouve plus trop, où vraiment on sent que les personnages sont vraiment en 3D, ils sont vraiment en premier plan de fou, et le fond est peut-être un peu trop flou, un peu fake. Tu vois l'effet spécial entre guillemets, ouais. Parce que il y a un souci peut-être des fois dans les formes, surtout dans The Flash, mais totalement. C'est-à-dire que le personnage, comme on suit toute la caméra, elle a un focus de malade. C'est un truc qu'on pouvait pas faire à l'époque. Le mouvement va tellement vite, les mouvements vont tellement vite, tout est fait par ordinateur en réalité, mais il a storyboardé, etc. Ça c'est génial. Il faut se dire qu'il a réussi à le filmer entre guillemets, hein, parce qu'il n'a pas tout le budget pour faire tout en effet spécial non plus. C'est que du coup, forcément, il doit créer un focus entièrement sur le personnage. Et tout le reste doit être flou parce que le personnage va super vite. Du coup, ça fait que t'as jamais ce flou que t'as dans Fury Road où t'as un flou constant. En vrai, ça, je l'ai vu dans la vidéo de Le Monde ou je sais plus quoi. Ça, c'est vrai. Il y a cet effet frénétique que tu retrouves et ce côté galvanisé, défoncé, bourré, drogué dans Fury Road parce qu'il y a aussi ce flou qui l'inclut. Là, il part dans un autre parti pris. Il va sur un autre parti pris. Et si vous avez ce souvenir, pour moi, c'est un style qui rappelle beaucoup Men in Black 3.
qui était, hormis la version 3D, mais en le revoyant en 3D, tu vas voir, ça va te sauter aux yeux. Tu auras l'impression de voir la même réalisation que dans Furiosa, sauf, du coup, comme on l'a dit, le côté saccadé et les zooms des zooms directs, qui sont vraiment l'affirmation de la personnalité de Jean Lumière, parce qu'il les fait aussi dans Fury Road, tu vois. Mais dans le style plus global de filmer le plan, le mouvement de l'action dans son entièreté absolue, c'est-à-dire que la caméra va filmer le maximum qu'elle peut sans cutter, tu vois. Elle va essayer de tout filmer sans cutter, sans vouloir faire un plan séquence pour faire un plan séquence, contrairement à la scène finale des Gardiens de la Galaxie Volume 3 où il a vraiment fait son plan séquence pour faire son plan séquence, c'est-à-dire dans une scène bien fermée, dans un espace bien fermé. Là, c'est vraiment le plan séquence qui ne veut jamais s'arrêter tant qu'il est possible. Et s'il peut trouver un meilleur angle, il va cut par contre. Donc il y a quand même des cuts, mais pour trouver des angles encore plus intéressants et créer toujours de la symétrie, ce qu'il faisait très peu dans le dernier, donc dans Fury Road. Il y avait peu de symétrie, où quand il y en avait, c'était une caméra tremblante qu'il faisait pour donner ce style effréné. Là, il n'y a plus cette caméra tremblante, mais dans un film fixe de stratégie à l'image du coup de Anya. C'est vraiment ça qu'il a véhiculé selon moi pour le côté scénaristique. Vous attendez pas un film d'action, il n'y a que de l'action tout le temps. On a dit c'est l'anti-Fury Road ce film-là. En vérité, il y a vraiment 2 grosses séquences d'action, on va dire, qui sont longues, qui font bien 10-15 minutes chacune. Mais c'est vraiment les 2 grosses séquences. Après, on a quand même cette sensation que le film est très dynamique dans les événements, parce qu'il y a beaucoup de scènes un peu en brouillard, un peu en cacophonie, où il y a des bordels, où il y a des coups d'état, où il y a des trucs comme ça, qui fait que le film peut paraître quand même assez dynamique, mais le film, en vrai, après, on peut le trouver long. Il y a des gens qui peuvent largement se faire chier en le regardant. Bah, déjà, sans spoiler, sachez qu'on ne voit pas Anya Taylor-Joy avant 1 heure de film. Ah, bah, t'as revu ça, du coup. Oui, j'ai revu ça. Dit une demi-heure. 58 minutes. 58 minutes. Non, mais j'avais sorti le temps long. Ouais, on la voit pas avant 1 heure de film. sur 1 heure, sur 2 heures. C'est énorme. Ce qui est énorme. Moi, j'ai vu les critiques avant d'avoir vu le film. Toutes les critiques nous disaient on voit Anya Taylor version enfant, donc je prends une autre actrice qui se ressemble beaucoup à Anya Taylor, et tout le monde parlait d'Anya Taylor devant tout le film. Je me dis, en même temps, mais les gars, j'ai vu le film, Anya Taylor, c'est une actrice secondaire. Enfin, je suis désolé, elle est pas du tout principale dans le film. Elle est là 1h30 sur 2h28, sur 2h30. Elle est là, pour moi, la petite, elle a un rôle majeur. Pour moi, la petite, c'est une actrice principale pour moi. Les gens parlent que d'Anya tout le temps. Et surtout, les gens disent tout le temps dans leurs vidéos, vous regardez le film, c'est on a les 15-20 premières minutes où c'est du blabla, après ça y va, c'est de l'action pendant tout le film. T'as vu les critiques, elles disent tout ça. C'est vrai ou pas? J'ai entendu beaucoup qui disent après c'est de l'action pendant tout le film, mais pas du tout. Le film, il a beaucoup d'événements saccadés. Enfin, il est vraiment découpé en plusieurs chapitres. En plus, il s'est chapitré. Et il y a vraiment des événements qui séparent les moments. Et je trouve qu'il y a quand même l'avant-après, déjà Furiosa enfant, Furiosa adulte, et l'avant-après aussi, le compagnon de Furiosa aussi. On devrait en parler aussi, le compagnon de Furiosa. De toute façon, ce film-là, c'est une odyssée, c'est une épopée, c'est un bouquin, c'est un roman chapitré qui montre des moments de vie, c'est le film en fait. Après, le rythme, je le trouve pas parfait. J'avoue que le début, quand même. Ça, t'as toute une course-poursuite, j'avoue qu'on aurait pu la raccourcir un peu, quand même. Qu'on suive jour 1, jour 2, nuit 1, j'ai fait bon, on peut réduire un peu, tu vois. Mais en vrai, il y a que ce moment-là qui m'a vraiment paru long, parce que tout le reste du film, je m'ennuie pas et je trouve ça assez bien rythmé. Je trouve que tout est pertinent. C'est tellement bien réalisé, mais cette scène-là, tu vois, jour 1, jour 2, où c'est vraiment long, ça prend son temps, c'est tactique. Ça aurait été génial avec des persos qui nous a déjà développés, genre avec un vrai climax. Tu vois, peut-être celui qu'on a dans Fury Road où t'as les 3 persos qui sont bien développés, même si j'aime pas le max, mais je dirais qu'il y a des atomes crochus qui peuvent se créer dans la scène dont j'ai parlé dans Fury Road où il y a les enjeux. Dans ce Fury Road là, s'il y avait une scène comme ça où vraiment il pose sa caméra, il filme de manière géniale, là j'aurais accepté. Mais là, dans le début de Fury Road, t'es pas attaché à la fille, je suis désolé, à la gamine, c'est juste pour créer de l'attention, mais au bout d'un moment, l'attention c'est long quand tu connais rien, ça dure quoi, 15 minutes au moins, c'est trop long. Mais oui, comme pour moi, on revient aussi au style un peu Mel Gibson, déjà parce que pour moi, il y a une grosse partie du film est un film de vengeance en fait. Par une Furiosa qui veut se venger d'un mec qui commande un groupe de bikers, donc pour moi on est assez réminiscent en premier dans ce style-là. Et c'est aussi pour ça qu'on te fait un anti-Mad Max, parce que le résultat est pas forcément le même. Ce qui rend le film intéressant, c'est qu'on est sur un personnage qui est très similaire à Mad Max, mais qui quelque part est assez différent de lui dans la morale, on va dire, dans la morale de l'histoire, parce que ce film a comme une forme de morale, on va dire, et aussi dans l'action qui joue sur la tension, sur le bruit des moteurs, qui prend son temps, c'est pas de la frénésie en fait. Et c'est aussi pour ça que la musique est très timide. Mais pour moi, c'est un défaut. Je vais pas dire, oh, c'est intention de mise en scène. C'est un défaut quand même. C'est que quand Junkie XL, il ressort quelques petits thèmes, c'est des thèmes recyclés de Fury Road. Donc, la musique, elle est invisible. La musique,
c'est un film qui joue beaucoup plus sur la tension, sur les bonnes moteurs, sur le silence, etc. Tu vois, la scène Il y a un de côté un peu fin, plus western, mais n'empêche que la musique, c'est un défaut. Tu vois, il n'y a pas de musique, c'est Il y a décevant. quand même une scène Ouais. de fin entre les fameux gros ennemis du film, hein, le vilain et l'héros, l'héroïne, et il y a zéro musique. Mais le truc, c'est que pendant tout le film, pendant beaucoup de parties, une longue partie du film, il y a très peu de musique, il y a beaucoup de sons de voiture, beaucoup de ta, un peu comme dans les bandes annonces. En fait, il y a vraiment une musique bande annonce quoi. C'est lambda, c'est standard. Du coup, ça rythme bien le film parce que je trouve qu'Anya a ce côté dynamique qu'aurait pu avoir aussi Charlize Theron, hein. Ça aurait été pareil. Là, c'est pas pour dire qu'elle a une qualité, même si on va voir qu'elle amène une qualité autre par rapport à un défaut pour moi, selon moi. Non, tu vois, ça aurait pu créer dans cette fameuse scène finale quelque chose de pas mettre de musique du tout, mais au final, tu retrouves trop de scènes où il n'y a pas de musique, donc ça ne démarque pas la scène, donc ça marche pas. Ouais. Donc oui, pour moi, la musique est un défaut. On a déjà parlé des effets spéciaux, la réalisation, on en a bien débattu. Ouais. Pour illustrer, parce que les gens vont pas comprendre. Dans The Dark Knight Rises, la musique, elle est souvent présente quand même. Et alors, la scène la plus importante, le fameux climax de Dark Knight Rises, c'est quand on brise le dos de Batman. Est-ce qu'il y a une musique ? Non, jamais. Il n'y a que le son des coups, le son de la pluie, enfin de l'eau quand il y en a un peu, et des grillages, enfin des structures sur lesquelles ils se battent, et des fameux dialogues. Donc vous voyez, quand tout le film est fait d'une absence de musique, tu ne peux pas remarquer cette absence de musique dans une scène importante, et donc tu peux pas rendre cette scène importante. C'est soit trop, soit pas assez. Tu peux pas faire. Ouais, ce qui rend le film intéressant, c'est vraiment cette aura. Il y a une aura mythologique, on a le lore qui est plus développé, qui fait que le film, on s'ennuie pas parce qu'on découvre des éléments intéressants tout au long de celui-ci. Et c'est là que je parlerai bien du casting, en commençant du coup par Anya Taylor-Joy. Déjà, je trouve que la gamine, elle s'en sort bien. Elle fait le taf, elle a le côté un peu, elle fait ce qu'on lui demande, mais pour l'heure de film, on la voit. Donc, elle fait le taf, elle est plutôt charismatique pour le rôle qu'on lui donne. Anya, le truc, c'est qu'Anya, elle est différente. Pour moi, elle est quand même assez diamétralement différente de Charlize Theron. Car chez Charlize Theron, il y avait un côté garçon manqué dans son style, dans son charisme. Là où Anya, c'est quand même une actrice très efféminée physiquement. Elle est très fin de visage, très fine tout court. Tu vois, elle a plus ce côté timide. Elle a plus ce côté timide de femme qui peut devenir une femme, je vais pas dire une femme normale, mais une femme en soi jusqu'à d'autres qualités. Là où il y a vraiment ce côté garçon dans le personnage de Furiosa interprété par Charlize Theron, qui était voulu par George Miller, bien entendu. Du coup, ça fait qu'on a du mal à se projeter ensuite sur la potentielle Charlize Theron. C'est pour ça que moi, je vois vraiment le film et je vois vraiment la saga au final, comme on a des noms, des names, des incarnations. Et Furiosa, c'est un peu tout le monde. Tu vois, là, c'est la jeune Furiosa, mais c'est la version de la jeune Furiosa qu'il a voulu faire. Je le vois comme ça. Moi, je me conforte mieux dans ce style. C'est comme Max, pour moi, je ne peux pas imaginer Mel Gibson, Tom Hardy, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment une itération différente. C'est un peu comme le jeu vidéo aussi. Je vais essayer de faire un peu où il est barbu dans le jeu vidéo et c'est Joel de The Last of Us. Mais pour moi, surtout parce que pour moi, dans ces versions de ces personnages-là, il veut raconter une histoire et une thématique différente. Et pour moi, c'est ce qui fonctionne. C'est qu'Anya Taylor-Joy, j'ai quand même bien aimé dans son rôle parce que j'arrive pas à voir Charlize Theron plus tard. Mais dans les enjeux du film qu'elle doit apporter, c'est-à-dire un personnage qui est infiltré pendant une grosse partie du film, qui se cache, qui cache sa vraie nature et qui, plus profondément d'elle-même, veut se venger. Le plus important dans son personnage, c'est vraiment le regard. En fait, c'est qu'elle a pas trop d'action physique. Et là, elle n'a pas besoin de beaucoup de dialogue, c'est tout se joue sur son regard, le regard de haine, de vengeance, et la rage intérieure, en fait, que je trouve qu'Anya Taylor-Joy a réussi à bien apporter dans son interprétation, ce qui fait que elle peut migrer vers Charlize Theron plus tard, même si c'est pas quelque chose que j'arrive à visualiser. En fait, mais comme la thématique des deux films, c'est pas les mêmes par rapport à Furiosa, pour moi, ça passe pour les deux sans qu'on arrive à mêler à fusionner les deux en même temps, quoi. C'est ça qui est particulier. Mais pour moi, ça participe au côté légende, mythe, et au fait d'accepter. En fait, c'est un peu l'excuse du reboot de George Miller, un peu. C'était ce délire de mythe, de légende, etc. C'est que personne les interprète de la même manière, etc. Qui fait que moi, j'ai quand même bien aimé Anya Taylor-Joy dans le rôle. Après, moi, je suis pas en mode Anya Taylor-Joy, c'est une des plus grandes actrices de notre génération, etc. Je suis pas dans ce délire-là non plus. Je suis pas. En fait, c'est indéniable qu'elle a quelque chose. Oui, elle la regarde, déjà. Mais c'est mieux Gal Gadot, si vous voulez. On n'est pas en train de la comparer à l'actrice de Wonder Woman, bien entendu. Oh non, ça, non. Qui n'est pas une actrice, c'est une traductrice, je sais pas. Une miss, je sais plus quoi, mais c'est tout, quoi. C'est pas une actrice. Ce qu'il y avait dans ce personnage de Furiosa interprété par Charlize Theron, qui n'est absolument pas présent et qui, à mon avis, ne véhicule rien de ce qui pourrait plus tard être présent chez Anya Taylor, c'est cet engagement, ce militantisme.
Tu vois que le personnage Furiosa de Charlize Theron, du coup, je vais faire comme ça. Il a cette envie de militer. Pendant tout le film, certes, il parle pas. Le personnage de Furiosa de Charlize Theron, elle parle pas. Mais dès qu'elle voit ses femmes, etc., elle parle pas, mais au bout d'un moment, elle explose. Et tu vois qu'elle a cette envie de militer, tu te dis c'est dans sa jeunesse qu'elle a vécu tout ça, qu'elle a voulu parler, qu'elle s'est battue. Tu sens une femme qui parlait beaucoup. Je sais pas si tu ressens ça comme ça, mais Furiosa, interprétée par Chastain, t'as vraiment l'impression que c'est une femme qui a beaucoup parlé, qui s'est beaucoup battue pour les droits des femmes. C'est vraiment l'impression que j'ai, parce qu'en même temps, c'est le sujet du film, hein, c'est quand même un film très féministe. Mais tu vois beaucoup plus une militante, sans dire militante féministe, une militante. Là où Anya Taylor, tu la vois pas du tout comme une militante, tu vois plus comme une assassine, tu vois, un assassin. Plutôt une assassin, on dit. Discrète, qui a vu des choses mais surtout dans ce film, elle veut juste se venger. Elle a pas du tout cet aspect militant. Elle fait tout pour elle. Le seul aspect militant, c'est y a un mec au bout d'un moment dans le film, et elle va peut-être faire des choses aussi avec lui, mais l'objectif sera toujours le même, et ce sera toujours un objectif très égoïste. Tu l'as pas du tout dans le Furiosa je trouve, de Charlize Theron, même si c'est vrai qu'il y a un aspect égoïste dans le sens où au début elle ignore la cause des femmes, mais ce côté militant derrière lui revient, et du coup ça fait que t'as l'impression que quand t'étais plus jeune, elle parlait beaucoup, elle se battait pour véhiculer des idées. Et au final, Anya Taylor, c'est pas du tout ça. Pour moi, il y a une opposition fondamentale. On développera, mais je pense qu'on va faire la partie sans spoiler en parlant vite fait de Chris Hemsworth avant de tout lâcher. Hein. Chris Hemsworth, je vais être tout à fait honnête, en ayant revu le film en VO après, j'aime bien Chris Hemsworth. Il a une bonne vibe, c'est un mec, c'est un mec cool. Mais c'est vrai que j'arrive pas à le prendre au sérieux. J'arrive pas. Même s'il fait un gros acteur, je sais que c'est pour vous c'est the acteur australien que George Miller voulait parce que enfin un gros acteur australien dans la saga, etc. Il fait un gros accent australien du sud ou je sais pas quoi dans ce film-là. Donc il est à fond, il fait du surjeu vraiment à fond dans ce film-là. Mais je trouve qu'en fait Chris Hemsworth il a naturellement un aura trop sympathique. J'arrive pas. Je trouve qu'il fait trop. Mais déjà je trouve pour le coup ça c'est un défaut. Tu vois, c'est le seul défaut que j'ai à redire de la DA. Je trouve que son nez il fait fake. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il a un visage trop clean. J'ai jamais cru au personnage de son visage. Je trouve qu'il a un visage trop clean. Ça manque d'un bouton, d'un truc ou d'un truc. Son nez il fait fake. Je vois qu'il est faux. Je vois comme le visage de Chris Hemsworth. Je n'arrive pas. Et Chris Hemsworth c'est un good guy. Tu vois, c'est un gars sympa. Et en plus il est un peu cool avec la fille Furiosa au début. Et il joue un peu. Et il a un côté un peu Jack Sparrow, un peu timbré. Tu vois, qui peut être comique. Mais moi j'arrive pas à trouver ça terrifiant. Tu vois. Surtout que dans ce film. Ouais. Dans ce film, il commet des actes assez terribles, hein, tu vois. Mais j'arrive pas à ressentir, je ressens pas la menace. Je ressens pas la menace et je ressens pas le. C'est un revenge movie, mais je suis pas impliqué dans la partie revenge, tu vois. C'est un acteur qui fait peur de base parce que je pense que c'est bien, c'est qu'il est trop beau. Moi, je pense qu'il est trop beau. Ils auraient pu la mocher plus. Faut pas qu'on voit, ça marche pas. Tu vois. Je pensais que Mel Gibson aurait mieux marché, parce que Mel Gibson, il peut jouer des méchants. Oui, bah il a plus une tête, déjà. Mais encore, Mel Gibson aurait été un peu trop... Mais il aurait pu jouer des méchants, tu vois. Bah il a déjà joué, mais... Moi, je pense aussi que l'acteur qui joue, entre guillemets, le compagnon, on va dire ça comme ça, de Furiosa, il aurait pu une appétence à jouer un méchant. Je pense. Il aurait pu davantage, même si... Bon, je pense qu'on en parlera de toute façon, on finit sur Chris Hemsworth. Mais parce que j'ai plein de trucs à dire en spoiler sur Chris Hemsworth, parce qu'en termes d'écriture, de thématique, d'allégorie mythologique, le personnage il est trop cool, en vrai. Et tout le côté, c'est un méchant qui est complètement différent d'Immortan Joe, on te fait le parallèle direct dans ce film-là, on te le montre totalement. Et je trouve qu'il y a une trajectoire intéressante avec lui qui est faite, tu vois. Dans son destin, dans son arc narratif, et dans son parallèle avec Furiosa, parce qu'il y a un parallèle évident qui est opposé entre les deux, entre une qui parle peu, un qui parle beaucoup, mais il y a un parallèle évident qu'on va éviter de dévoiler. Bref, pour moi, le méchant, il est moyen. Ce que je trouve dans le fond, il est super cool, le concept est super fort. Dans la forme, je vois Chris Hemsworth, quoi, qui fait du Jack Sparrow, j'arrive pas à me projeter un méchant détestable, j'arrive pas à me dire c'est Chris Hemsworth c'est un méchant de Mad Max, je vois Chris Hemsworth, tu vois, avec une cape rouge et tout, voilà, quoi, je trouve qu'il propose pas une performance qui nous sort du truc, c'est Chris Hemsworth en Australie, quoi, c'est... En fait, pour moi, voilà. C'est la même chose que si on avait eu Chris Pratt, c'est la même chose. En vrai, Chris Pratt, je le vois pas en méchant, tu vois. C'est beaucoup trop sympa. Ouais. Pour moi, c'est Chris Pratt
c'est Matt Damon, c'est Mark Wahlberg et c'est Chris Pine. Pour moi, il y en a beaucoup d'autres. Ouais, les Chris Evans, les Chrisies. Non, même Chris Evans, il n'a pas joué un méchant. Hein, si, dans un rôle dans le dernier film des Rousseau, là. Mais j'ai pas vu. Pas du tout. Il surjoue, il y a un problème dans le regard, il fait le méchant, il essaie de faire le méchant, ça va pas. Même pour moi, l'actrice. Là, tu me diras, ça marche quand même mieux dans son regard, c'est vrai, mais elle est pas terrible non plus, Elisabeth Olsen en méchante. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Je trouve ça passe mieux, je trouve ça passe mieux. Je trouve ça passe mieux. Moi, j'ai moins de problèmes. Moi, elle est beaucoup mieux en maman. Mais je suis content quand Kristen Stewart joue pour son idole, Mad Max et son enfance, l'Australie, George Miller. C'est cool et moi, je suis content pour lui. Moi, j'ai kiffé le voir dans le film. Moi, j'ai kiffé faire ce qu'il a fait. Juste que dans la position qu'il est censé avoir, j'ai du mal à l'implanter dans cette position. Quoi. C'est mon problème. Non, mais c'est un problème quand même. Oui, mais c'est un problème. C'est un problème qui fait que, pour moi, c'est ce qui fait que, pour moi, si je dois faire un classement à la va-vite de Mad Max, pour moi, c'est meilleur que les deux derniers de Mel Gibson, 2 et 3. Je pense que mon préféré des Mad Max, c'est Fury Road quand même. J'hésite. En fait, pour moi, ça joue vraiment entre Fury Road et le premier Mad Max. Et je pense qu'il y a Fury Road en dessous. Je pense que c'est le top 3. J'arrive pas trop. Après, j'ai quand même du mal à départager les deux premiers. Pour moi, il y a des défauts différents, mais voilà. J'allais dire autre chose. Mais... pour conclure, sur la partie no spoil, c'est le grand adversaire de Anya. Anya qui est fine, visiblement pas puissante de par son physique, mais dans ce film, il suffit juste de regarder la bande-annonce, il y a une scène où il crie en groupe, les hommes de Immortan Joe, il crie comme ça en levant le bras, et tu vois la manière dont elle lève le bras, elle a une intensité, c'est saccadé, mais elle le lève comme ça, quoi. Contrairement aux autres hommes à côté qui sont plus lourds, et du coup qui lèvent le bras un peu plus lentement, tu vois, ça c'est des détails, mais l'intensité qu'elle dégage dans le rôle, c'est une dinguerie. Physiquement, je trouve qu'elle dégage un truc, son regard et tout, je trouve les scènes d'action, l'intensité qu'elle dégage avec son regard, elle fait peur, tu vois. C'est le mélange entre la vitesse de ses mouvements, le fait qu'elle soit fine, et du coup la vitesse, enfin je sais pas si c'est forcément lié, il y a un truc à faire qui a été fait. Et il y a un plan d'iconisation à la fin magnifique, tu vois le plan de fin où elle a ses lunettes et il y a le plan de fin de tout le trailer en fait, qui est magnifique ce plan là. Et le fameux plan avec le feu derrière les grillages là, de la porte. Enfin bref, il y a des plans iconiques évidents que n'a peut-être pas Chris Hemsworth, c'est vrai qu'on n'en parle pas, il a peut-être pas tous ces plans aussi. Mais après, bon, il est moins... C'est ça en fait là. Je pense que c'est aussi une question de... Je vais pas dire de sculpture, mais la silhouette. La silhouette d'Hemsworth, pour moi, elle est pas méchante. Elle est trop simple, normale. Non, tu vois sa silhouette, non, mais il est juste trop musclé. Moi, ça fait gladiateur un peu. Ouais, mais tu vois le gladiateur dans le 2 avec le masque, oui. Ça va dans le délire empire romain du film. Tu vois le gladiateur dans le 2, là, dans Mad Max 2 de Mel Gibson. Il est musclé, mais il a un casque et tout. Ouais. Mais il est lambda, c'est pour ça qu'il lui met un casque, pour le rendre différent. Parce que son méchant dans le 1, il était un peu gros. Tu vois, le méchant du 1, il était un peu gros. Immortan Joe, il est un peu gros. Ouais. Et surtout, le méchant du 1, pourquoi je l'aime pas également, son jeu d'acteur excellent, le fait que c'est un connard dans le film, un assassin, il a un humour qui me plaît pas, tu vois, c'est vraiment une bande de tocards et de, je vais pas dire de tuches, mais de, tu vois, c'est des... dans le premier, hein, les méchants du premier, et t'as vraiment à dire, putain, ce sale gros, quoi, tu dis, putain, Mad Max, c'est Mel Gibson, c'est un mec charismatique qui a une femme, des enfants, etc., il perd sa famille par un putain de gros frustré, et qui est devenu un enfoiré parce qu'il a tout raté dans sa vie, et parce que c'est vrai que le monde lui a peut-être pas donné, mais c'est avant tout un mec qui a tout raté, parce qu'il est gros, et parce que c'est aussi un enfoiré, et parce qu'il a des mauvaises fréquentations, donc tout est de sa faute. T'as envie de détester ce méchant, pour tout. Même si t'adores pas forcément Mel Gibson, tu te dis putain, c'est un enfoiré. Donc pour moi, la silhouette, elle a un rôle à jouer. Pour moi, elle a un rôle à jouer. Quand tu as Chris Hemsworth, ça marche pas de base, et puis la silhouette, elle aide pas. Et ça marche pas pour toutes les raisons que t'as évoquées. Et pour la comparaison que j'ai à faire avec Anya qui évoque tout autre chose, même si pour moi elle n'est pas une énorme actrice. Pour moi, il y a beaucoup de moments dans le film où quand elle, surtout dans le duel final, contrairement peut-être à Chris Hemsworth, je trouve que Hemsworth récite mieux ses dialogues, même s'il surjoute à... Voilà, non, c'est sûr. Donc elle, quand elle part, c'est un peu différent parce qu'elle parle beaucoup moins, donc on a plus d'attention dessus. Et elle a un côté récité quand elle parle, je trouve. Elle a un côté tu as tué ma famille, enfin, je sais pas. C'est un spoil. Les gens, ils le captent. Tu m'as traumatisé, je sais pas. Ouais. Tu vois, quand c'est Anya qui le fait, alors que Charlize Theron, ça passe. Pour moi, la silhouette change tout. Pour moi, la silhouette change beaucoup de choses. Ça fait que j'ai toujours des choses à redire sur le personnage de Anya, mais au moins sur l'implication et sur la silhouette
de Anya pour ce qui est du côté une fille fine comme ça qui arrive à avoir cette intensité de tuer des gens, c'est flippant. Et ce regard, en fait, c'est les yeux qui rendent l'ensemble flippant. Les yeux, c'est l'avantage et c'est le... Voilà, exactement, l'âme du perso. Donc, ce que n'a pas, oui, et même avec la version Terron, le maquillage changeait tout. Enfin, changeait tout sans l'améliorer, parce qu'elle était déjà bien aussi. Hein. L'améliorer, mais sans la sauver. Là, Agnès, ça la sauve vraiment. Ce que n'a pas Crimson Surf. Je sais plus ce que je veux dire ensuite. Ok, ce sera le mot de la fin. Bah, ne vous attendez pas à Fury Road, c'est l'opposé total de Fury Road en termes de réalisation, de rythme, de structure, de ton, d'ambiance, de vibe même, de mise en scène. C'est pas Fury Road, mais pour moi, c'est le Mad Max ultime. C'est l'univers du Fury Road implémenté sous la sauce trilogie de Mel Gibson en termes de style, de structure, de narration. Moi, c'est Fury Road, c'est ça. Avec des défauts un peu trop gros pour qu'on dise que ce soit fou. Il y a quand même 1 heure qui est emmerdante. Par exemple. Moi, ça va. Moi, c'est vraiment un peu le début, quoi, les 20 premières minutes. Le souci du bad guy, quand même. Ouais, tu vois, pour moi, le bad guy, des CGI qui peuvent faire la musique, tu vois, il y a des trucs qui dérangent, mais pour moi, c'est pas incroyable, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très déçus par rapport à Fury Road. Fury Road, pour beaucoup, c'est un coup de cœur, c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Ah oui, Moi, oui, bah, évidemment, classique. Après, le style est trop ouais. Pour moi, on peut être déçu, je comprends qu'on soit déçu, c'est pas pareil. Parce qu'avait dit Mary, je l'avais dit quoi, que c'était dégueulasse. Oui, aussi. Mais. Ça, c'est subjectif, encore une fois. Ouais, pour moi, tu prends. Bah, déjà, que ce soit dégueulasse, mais qu'il y ait des intentions créatives, des ambitions, des trucs, tu vois, ça, on peut faire outre. Tu vois, moi, je suis pas trop chiant sur les effets spéciaux, tu vois. C'est qui a défendu The Flash pendant Bah, je sais pas combien de critiques. The Flash a plus de défauts que ça. Oui, c'est plus dégueulasse. Oui, non, mais je parle vraiment dans l'aspect réalisation. Là, je parle vraiment de la réalisation. Je parle de l'ambition du réalisateur derrière. Parce que The Flash, c'est un bourbier pas possible d'ici. Qui l'a défendu? Qui a défendu la prise de risque? Qui a défendu le gars qui s'appelle, je sais plus, je sais le nom, l'Argentin Muschietti? J'ai pris pour qu'il revienne, vraiment, parce que c'est le seul mec qui me donne envie de regarder des films d'action aujourd'hui, dans le cinéma moderne. Il n'y a plus que lui, je suis désolé. Il n'y a plus que lui et George Miller et James Cameron. George Miller à son âge qui met la pâtée. Et certainement pas Villeneuve, les gars. Certainement pas les films d'action. Pour l'action, pas pour l'action. Non, même pour le reste. Ça fait pas non plus. J'ai- C'est pas mal. J'ai préféré Dune 2 à Fury Mais Road. c'est un ça, expo peut-être. photo, les gars. C'est une expo de photographie, c'est pas un film de réalisation. Mais voilà, pour moi, c'est pas très loin non plus en termes d'écart de Fury Road. Pour moi, les trois premiers dans le classement, ils sont pas loin. Pour moi, les trois, Oui, ils sont des Si tu sont des conçois très bons films. voilà, Pour moi, si c'est tu des très bons conçois films. totalement la réalisation de Fury Road et si c'est pas l'importance Ouais. que je donne moi à la réalisation. mais- Peut-être que le seul que je qualifierais de grand film par rapport à l'impact qu'il a eu, ce serait Fury Road. Par rapport à l'impact, pour moi, un grand film et un chef-d'œuvre, c'est pas pareil. Mais je qualifierais aucun de chef-d'œuvre, tu vois. Mais voilà, pour moi, Tu vois, moi, je peux j'ai pas. mon avis. Tu Moi, vois, je peux même pas en qualifier. Moi, je peux même pas en mettre un en Ouais. première position. tu vois. Parce que pour moi, The Dark Knight, ce sera un grand film pour l'impact qu'il a eu, mais pas un chef-d'œuvre parce que j'ai trop de trucs à redire, tu vois. Non. Moi, Ah, je déteste bref. ça. Ouais, bon, allez, Je peux plus le voir. spoiler.